Alors, il y a les pays émergents, dont la Chine. Alors là, c'est très compliqué parce que diplomatiquement, la situation est délicate et la Chine, c'est la clé de l'accord. Alors, la caractéristique des pays émergents dans leur globalité, c'est 40% de la production, de la population mondiale, 30% des émissions, mais la Chine, donc, je l'avais dit tout à l'heure, premier émetteur. Une intensité énergétique très moyenne, puisque la plupart de ces pays produisent leur électricité avec du charbon, et donc ils ont, j'allais dire, de belles marges de progression en produisant leur énergie autrement. Malheureusement, ils ont aussi de belles marges de progression dans l'autre sens, c'est-à-dire l'accès à la civilisation de consommation par les classes moyennes. Un chiffre de mémoire, le taux d'équipement aux États-Unis est de 800 voitures pour 1000 habitants, enfants compris. Il est de 10 en Chine, 10 pour 1000 habitants. Ce chiffre a été multiplié par 10 en 4 ans. Donc on a ici une bombe, évidemment, en termes d'émissions. Certains ont aussi des poches énormes de pauvreté à résorber. 500 millions d'Indiens aujourd'hui vivent sans électricité. C'est plus que le continent européen. Hein. Donc quand les responsables indiens disent pour l'accès minimal aux soins, à la santé, tous les Indiens ont droit à avoir de l'électricité. Aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement qu'avec du charbon. Il faut qu'on puisse continuer encore pendant un certain temps à produire de l'électricité avec du charbon. On peut difficilement le leur reprocher. Par contre, non, ce n'est pas une chance, mais c'est une réalité, ces pays sont très sensibles à la catastrophe climatique qui est déjà en cours. La Chine et l'Inde sont confrontés aujourd'hui à des problèmes de ressources en eau qu'ils ne percevaient absolument pas avant. C'est la fonte des glaciers himalayens. La Chine est confrontée à une situation de pollution que tout le monde a vu à la télé, dans les villes, etc. Ce n'est pas la peine de détailler, vous connaissez bien. Et puis l'Inde, comme le Bangladesh et autres, sont confrontés à des problèmes gigantesques si le niveau des mers devait monter. Donc ils sont motivés pour bouger. Ils sont motivés pour bouger, mais avec leurs contradictions internes. Alors la Chine, premier émetteur mondial, et si on remonte dans l'histoire, en 2030, les Chinois n'auront pas mis dans l'atmosphère plus de gaz carbonique que les États-Unis depuis 1850. Donc ils sont en train de rattraper à toute vitesse. Hein. Et l'argument de l'historicité, ça ne tient plus trop. Les émissions par habitant, la Chine est comme la France aujourd'hui, comme l'Europe, à 8. Elle demande de pouvoir passer à 10 d'ici 2030. Donc dans la négociation, c'est une augmentation seulement à 10. On peut considérer que c'est un effort assez gigantesque quand on voit les dynamiques qui sont enclenchées aujourd'hui. Alors, ça fera sourire certains, mais Xi Jinping a dit en 2013 il ferait de la Chine un modèle de civilisation écologique. Bon, on sourit un peu, mais ça veut quand même dire, en traduction, c'est que l'écologie, les gaz à effet de serre dans ce pays deviennent une réalité, ce qui explique aujourd'hui un certain nombre de mesures assez radicales. Vous avez pu lire dans la presse, des usines qui ont été fermées pure et simplement, un marché du carbone qui fonctionne mieux que celui chez nous en Europe, des réglementations coût près qui arrivent, et la Chine est devenue le numéro 1 dans le solaire et dans les usines propres au niveau de l'acier. Alors, je ne suis pas en train de défendre la Chine ici, hein. Je suis en train de vous présenter la complexité des négociations. Alors, la difficulté dans toute cette affaire, c'est que dans la négociation, ces pays vont avoir des positions différenciées, parce que l'Inde est un pays pauvre et la Chine doit être considérée aujourd'hui comme pays industriel. La Chine et l'Afrique du Sud affichent des objectifs de réduction fortes. L'Afrique du Sud affiche des objectifs de réduction fortes,
La Chine une petite augmentation, l'Inde une forte augmentation, de 2 à 8, multiplié par 4. Ça, c'est dans leur offre aujourd'hui. Multiplié par 4, ça veut dire qu'ils atteindraient simplement le niveau européen, par tête d'habitant. Bref, c'est la question du fameux droit au rattrapage. Alors, autrefois, les pays industrialisés, ils accusaient en bloc les pays industrialisés de responsables. Aujourd'hui, ils ont tendance à les accuser en bloc en disant les politiques climatiques, c'est un mauvais prétexte pour faire du protectionnisme et c'est un mauvais prétexte pour imposer des normes qu'ils sont seuls capables de respecter. Donc, du coup, on ne veut pas d'engagement contraignant parce que vous ferez des normes que nous, on ne pourra pas faire. Alors, autrefois, ces mêmes pays refusaient toute contrainte en disant on est des pays sous-développés. Aujourd'hui, ils commencent un petit peu à discuter. Ils ne sont pas opposés à la notion d'accord, mais avec des conditions. L'Inde, elle dit on est prêt à un accord, mais il faut un transfert massif de technologies vertes chez nous. Sinon, on ne s'en sortira pas. La Chine et l'Inde refusent la fixation d'un objectif à long terme, en disant si on fixe cet objectif à long terme, c'est un frein au développement. Mais on est prêt à un accord qui pourrait être négocié par étapes. Ça, c'est un progrès. Mais pas de contrainte juridique. Ça, c'est clair et net. La Chine, pour des raisons que vous imaginez, ce n'est pas le cas de l'Inde, mais la Chine refuse la transparence dans les discussions et les chiffres, quoi. C'est-à-dire, bon, je ne fais pas un dessin, mais la transparence, ce n'est pas une vertu de ce type de régime. C'est-à-dire, on fait, mais voilà, pas forcément de vérification ni de révision régulière. Et puis la Chine, dans cette affaire-là, on l'a dit, elle est incontournable si on veut un consensus. Et puis je termine avec les pays qui ne veulent pas d'accord, qui ne veulent rien savoir. Alors il y a les climato-sceptiques qui font semblant que le climat, ce n'est pas un problème. Alors il y a le Canada, je l'ai cité, l'Australie, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Venezuela et la Russie. Alors leur souhait, c'est zéro accord, pas de transition énergétique puisqu'ils sont producteurs, vous l'avez compris, de pétrole. Et s'il devait y avoir un accord le plus light possible, enfin, ils ne signeront pas. Alors il faut souhaiter qu'ils ne fassent pas trop de bruit si on veut avoir un accord consensuel. Mais il y a pire, il y a ceux qui souhaitent le dérèglement climatique et qui travaillent déjà dans ce sens. Il y a le Canada et la Russie qui coopèrent pour faire des développements d'exploitation de pétrole en Alaska, et donc il faut que ça fonde là-haut. Et puis la Norvège, petit pays vertueux de l'Europe, championne de l'aide publique au développement, 1% de son PIB, qui a eu des projets avec certaines entreprises de Chine pour travailler sur des projets en Arctique. Alors vous avez compris que le jeu est très complexe, il y a des alliances à géométrie variable. Ce qui est essentiel, c'est de maintenir les USA et la Chine dans le jeu. Ce qui est bien, c'est qu'actuellement, ils sont d'accord entre eux. Entre eux, il y a un rapprochement fort entre États-Unis et Chine. Alors, du coup, il ne faut pas qu'on ait des objectifs de long terme, les fameux 2 degrés, qui soient perçus comme imposés. Là, c'est l'ancien parlementaire qui parle. Il ne faut pas qu'ils soient perçus comme imposés, mais souhaitables ou importants. C'est toute la nuance. Si on arrive à comprendre que c'est très 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 bien, il pourrait signer l'accord. S'il faut y aller, non. Alors pas d'engagement contraignant sur le plan juridique. Bon. Ça c'est pour la Chine et les États-Unis. Si on veut maintenir les pays émergents, pas de réduction immédiate. Il faut leur laisser continuer de faire croître leurs émissions. Alors à quel niveau, comment ? Les Chinois de 8 à 10, les Indiens de 2 à 8. Bon, vous voyez que c'est quand même pas tout à fait simple. Si on veut que l'Inde soit dans le coup, transfert de technologie, non négociable. Pour les pays les moins avancés,
les pays pauvres, ben, ils veulent des objectifs clairement affichés. Alors, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis ils veulent des financements du Nord à la hauteur de la solidarité nécessaire. Bon. Puis maintenir les autres, on n'y arrivera pas. Alors dans cette gymnastique, vous avez compris que la responsabilité, je me situe ici en européen, elle est fondamentale. C'est nous qui tenons les clés de la négociation qui permettraient d'éviter un échec pur et simple.